Bonjour, bienvenue sur les webinaires du cabinet CBA. Je me présente, Maître Georges-David Benalioun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Aujourd'hui, on aborde pour une fois un arrêt d'une cour administrative d'appel, la cour administrative d'appel de Toulouse, qui concerne le bénéfice du régime de l'ALIA et donc le sort de la résidence fiscale française avec le régime de l'ALIA. C'est, on va le voir, quelque chose d'extrêmement technique qui n'a donné lieu que très récemment à une première décision du tribunal administratif de Toulouse qui peut avoir des incidences importantes, et il est certain qu'on aura une décision de principe du Conseil d'État. Alors, je vous expliquerai aujourd'hui la doctrine extrêmement divisée, puisque quand on regarde les fiscalistes qui gèrent comme nous ces sujets-là, on a certaines personnes qui expliquent que, bien évidemment, le Conseil d'État va valider. Vous verrez que moi, je suis extrêmement réservé sur cette décision, mais cette décision, on a plusieurs approches pour bien comprendre la problématique. Donc, on va tout de suite commencer par expliquer qu'est-ce que cette décision et quel était le cas d'école sur cette décision. D'abord, il faut comprendre une chose, que cette décision ressort et concerne un couple de Français qui sont partis s'expatrier en Israël et dont la seule source de revenus est une retraite française. C'est extrêmement important parce que s'ils avaient eu des revenus de source israélienne, on aurait pu avoir des distinctions, et s'ils avaient eu d'autres sources de revenus, par exemple des placements hors de France, de manière plus importante que leurs sources de revenus liées aux retraites, on aurait pu aussi avoir une décision différente. Donc on est dans un cas d'école extrêmement classique, on va dire même plutôt basique. C'est d'ailleurs plutôt des cas qu'on retrouve au Portugal, moins en Israël, parce qu'on a souvent des patrimoines et des sujets qui sont un peu différents. J'ai moi-même aujourd'hui deux procédures totalement similaires où, je vous expliquerai tout à l'heure, je conteste la position de l'administration fiscale, mais sur des motifs plutôt différents que ceux qui ont été invoqués par mes confrères devant le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d'appel de Toulouse. Alors, il faut comprendre un peu la problématique de droit. La problématique de droit est de se dire comment je définis la notion de résidence fiscale au regard d'une convention fiscale. Basiquement, et ça doit être toujours l'analyse qui est faite lorsqu'une personne part, on va d'abord appliquer les dispositions du droit interne, c'est donc les dispositions de l'article 4B du Code général des impôts, et puis après, regarder la convention fiscale. Alors, je vais juste rappeler, parce que c'est quand même des éléments qui sont plutôt connus par les personnes qui ont l'habitude d'exercer autour du patrimoine et autour de l'expatriation fiscale. L'article 4B, c'est le foyer d'habitation, le lieu de séjour, l'activité professionnelle et le centre des intérêts économiques, qu'on distingue vraiment généralement en trois parties. C'est foyer d'habitation. Est-ce que j'ai un foyer d'habitation en France? Est-ce que dans le cas présent, j'ai un foyer d'habitation en Israël? La durée de séjour qu'on va être amené à regarder, est-ce que je suis principalement en France, principalement à l'étranger? Et puis après, on a tout ce qui tourne au regard de l'activité professionnelle, et notamment du centre des intérêts économiques. Donc, là, on est sur les dispositions basiques du droit interne. Et puis, on a notre convention fiscale franco-israélienne qui va reprendre ces critères, mais qui rajoute un élément un peu problématique et qui n'apparaît pas dans toutes les conventions. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure. On trouve la même disposition dans la convention entre le Royaume-Uni et la France. Et on a eu une décision qui est maintenant ancienne du Conseil d'État en la matière. Donc, l'article 4B définit des éléments et puis dit cette expression, au sens de la Convention,
pour être résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction. Donc ça, on reprend bien les critères qu'on connaît en fiscalité internationale, mais il faut être assujetti à l'impôt dans cet État que pour les revenus de source dans cet État ou pour la fortune qui est située. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être résident au sens de la Convention si on n'est pas imposé en Israël sur ses revenus mondiaux. Or, on va en parler tout à l'heure, le régime de l'ALIA crée une exonération définitive sur les revenus de sources étrangères. Alors, quand on mixe ça, puisqu'on a bien vu, je vous expliquais que cette jurisprudence concernait des personnes qui avaient des retraites, quand on mixe ça avec l'article 18 qui parle des retraites, il dit que les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Donc, on a quoi? On a un article 4 qui explique, attention, le résident concerné doit être imposé en globalité sur ses revenus mondiaux, et puis l'article 18 qui explique que les pensions, rentes et autres rémunérations payées ne sont imposables que dans l'État où réside cette personne. Et vous allez voir, c'est à partir de cette articulation et de ces deux articles qu'on arrive à deux décisions totalement différentes. On va juste changer de page. Hop. Donc, on reprend maintenant en détail les faits. Donc, la décision du 13 octobre dernier concerne deux résidents retraités français qui sont résidents fiscaux israéliens et qui reçoivent uniquement des revenus de source française. Ils n'ont aucun revenu de source israélienne. Ils sont installés depuis un certain nombre d'années, hein, c'est de mémoire au moins depuis 4-5 ans au moment où se passent les faits, et ont demandé, alors ce n'est pas vraiment le cas en Israël puisque c'est quasiment automatique et que ça serait plutôt l'inverse qui nécessiterait une décision formelle, ils bénéficient du régime de l'ALIA qui va exonérer d'impôt sur le revenu pendant 10 ans les personnes au titre de revenus de source étrangère. Très important, puisque l'idée aussi n'est pas obligatoirement de se limiter à Israël, mais voir un peu les mécanismes que l'on a autour. On compare souvent le régime israélien avec le régime RNH du Portugal, qui est totalement similaire à deux exceptions près. Donc, on a bien une durée de 10 ans, exonération sur le revenu de source étrangère. Mais en plus, sur le régime portugais, on a une limitation de l'imposition sur les revenus de source portugais, alors qu'en Israël, il n'y a pas d'exonération. Et puis, on a quand même un élément extrêmement important, c'est que la convention fiscale entre la France et le Portugal ne comprend pas les dispositions qu'on a vues tout à l'heure sur l'article 4. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je l'ai vu donc sur les dossiers que nous avons à gérer au cabinet. On a l'administration qui, à un moment, nous explique on considère que vos clients ne sont pas résidents fiscaux israéliens, mais qui sont résidents fiscaux français, et donc on exige le dépôt d'une déclaration d'impôt sur le revenu française. Alors, je vais même aller plus loin parce que vous donner l'exemple des dossiers que nous, on gère. Ça concerne des personnes retraitées, mais en plus âgées, qui, dans notre cas, ne sont pas revenues en France depuis 5 ans. Ça choque souvent nos clients quand je leur explique, et souvent des décisions de jurisprudence, et ils me disent, mais je ne comprends pas, on peut payer des impôts dans un État et sans y être passé au cours des 5 dernières années. Oui, parce que la notion de résidence fiscale est vraiment une notion particulière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on prend le problème de la notion de résidence, on a bien l'article 4 qui explique que pour être résident, que le contribuable, il a son domicile en France, car il a le centre de ses intérêts économiques en France. Et c'est la décision qui a été prise par le tribunal administratif de Toulouse.
Alors d'ailleurs, c'est un peu amusant parce que dans mes dossiers, la seule réponse de l'administration, c'est de dire le tribunal nous donne raison. Donc j'attends maintenant leur réponse quand je vais leur expliquer, ben oui, mais la Cour administrative d'appel vous donne tort, et évidemment, ils vont dire, ah oui, mais la décision n'est pas définitive. Ce qui pour eux était définitif dans un sens, à présent n'est plus définitif. Donc, la première analyse de l'article 4b, et donc de la disposition propre à la convention fiscale franco-israélienne, c'est exactement l'analyse qui a été faite par le tribunal administratif de Toulouse. Basiquement, le tribunal administratif dit, dans la convention, on explique que le résident est celui qui est imposé sur ses revenus mondiaux. Vous n'êtes pas imposé sur vos revenus mondiaux en Israël, vous ne bénéficiez pas de la convention. Donc, je vais regarder ce que dit l'article 4 bis du Code général des impôts. L'article 4 bis ne pose pas de problème au regard du foyer d'habitation, puisque ces personnes ne vivaient plus en France. Ne pose pas de problème sur la durée de séjour, ils ne venaient jamais en France. Mais, sans des intérêts économiques, leur retraite est de source française. Alors, à spécifier quand même, et on est un certain nombre de confrères à avoir soulevé le point, notamment au regard de la décision d'origine du tribunal administratif de Toulouse, c'est qu'on a quand même un réel sujet. C'est que si ces personnes avaient, et ça existe beaucoup entre Israël et la France, des revenus résultant du travail, c'est-à-dire qu'ils travaillent en France et vivent en Israël, on aurait un vrai sujet. Là, moi, j'ai quand même une problématique qui est de dire que la retraite, c'est lié à quoi? C'est lié tout simplement pas au temps présent, pas à ce qui se passe en 2020, 21 ou 22, mais au fait que ces personnes aient travaillé plusieurs dizaines de trimestres et qu'ils ont le droit à ce titre-là à des versements en France. Donc, je regrette que cet élément n'ait pas été soulevé parce que avant, à mon avis, de rentrer dans l'analyse pure des articles de la Convention fiscale, il aurait fallu dire, attendez, on me parle d'une problématique de double non-imposition, puisque c'est ça l'élément phare quand même. C'est qu'on se retrouve avec une personne retraitée qui ne paye pas d'impôt en France parce que la Convention explique qu'on doit le payer en Israël et qui, du coup, ne va pas le payer non plus en Israël. Alors, c'était le cas du Portugal jusqu'à ce que le nouveau gouvernement socialiste en 2020 décide de créer une imposition minimale à 10%. Et donc, oui, effectivement, on est sur une double non-imposition, mais le sujet, c'est que cette double non-imposition ne peut pas rendre une imposition en France alors qu'on parle de revenus passifs. Ce sujet n'a jamais été abordé aussi bien devant le tribunal administratif que la cour administrative d'appel. Donc, on est resté sur l'analyse de la convention fiscale et où l'analyse était relativement basique de la part du tribunal administratif, on a la cour administrative d'appel qui, elle, prend totalement à contre-pied la décision et dit, attendez, vous n'avez pas analysé tout le motif. Et elle a un raisonnement, pour moi, un peu atypique, mais qui permet de retrouver un peu les décisions récentes qui sont sorties, notamment sur la convention fiscale entre la France et la Chine. Elle considère qu'il faut d'abord regarder le lien personnel. Donc, elle considère que les requérants sont assujettis à l'impôt israélien en raison d'un lien personnel. Car s'ils avaient perçu des revenus de source israélienne, ils auraient été assujettis dessus en Israël. Oui, mais alors, honnêtement, cette analyse, elle est totalement virtuelle, parce que ce n'est pas le cas d'école qui nous est proposé. Et d'ailleurs, souvent, lorsque nos clients viennent nous voir pour nous expliquer « je vais partir » et qu'ils ne sont pas retraités, puisque le retraité, pour moi, est un cas un peu particulier, j'explique, nous allons regarder si vous avez des revenus de source israélienne et souvent générer des revenus de source israélienne. Donc, effectivement, pour créer cette notion de lien personnel. Sauf que là, ce n'est pas du tout le cas. Et puis, de manière un peu plus étonnante,
elle va considérer que les requérants israéliens sont assujettis à l'impôt israélien sur le revenu de sources israéliennes et de sources étrangères. Et on a une phrase un peu particulière, au motif que la seconde phrase du 1 de l'article 4 vise seulement à exclure la qualité d'un résident, d'un État, les personnes qui ne sont pas assujetties à l'impôt dans cet État pour le revenu de sources situées dans ce même État, et pour des raisons étrangères à l'existence d'un lien personnel avec cet État. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous explique qu'au regard des retraites et de l'article 18, il serait normalement redevable de l'impôt en Israël. Donc, la Cour administrative de Toulouse ne voit pas de problème à considérer que la convention fiscale doit s'appliquer. Alors, on est dans une analyse dans ce que nous, on peut appeler du juridisme, hein, parce qu'on parle, est-ce qu'il faut partir de l'article 4, qui est un article général qui parle de toutes les dispositions de la convention fiscale, ou viser uniquement la problématique de la retraite. Il est évident qu'on va avoir une décision du Conseil d'État, une décision du Conseil d'État qui peut poser un certain nombre de problèmes. J'ai toujours été un peu critique sur le régime de l'ALIA parce que, en réalité, quand on regarde, nous, notre clientèle, et on a quasiment des clients dans le monde entier avec des systèmes fiscaux très différents, c'est-à-dire qu'on assiste aussi bien des personnes qui partent en Israël et qui ne vont pas avoir d'imposition pendant 10 ans, que des personnes qui vont en Californie et qui vont payer beaucoup plus d'impôts que s'ils étaient restés en France. Et donc, on voit des mécanismes très, très, très différents. Je pense personnellement que cette décision ne sera pas confirmée par le Conseil d'État. Et elle ne sera pas confirmée parce que depuis 2012, on a une décision concernant la convention France-UK. Et donc, c'est notamment les arrêts Regazassi qui expliquent quoi? On est exactement dans la même situation, mais le Conseil d'État dit vous avez dans ce mécanisme avec les UK une exonération temporaire. Pourquoi? Parce que sur le régime qui était contesté, les personnes ne payaient pas d'impôts, mais pas de manière définitive. C'est-à-dire qu'en fonction de l'utilisation des fonds, ils pouvaient être amenés après à payer au UK une imposition. Tandis que dans notre système israélien, au regard de l'ALIA, l'exonération est définitive. Et donc, je suis désolé, mais l'article 4, avec cette référence au fait qu'on ne sont pas concernés par la convention fiscale les personnes qui ne sont pas imposées sur leurs revenus mondiaux en Israël, pose une véritable difficulté. Alors, difficulté qu'on sait aujourd'hui relativement contournée, mais ça n'a jamais été contourné dans ce cadre-là parce qu'on est vraiment sur le cas tout simple d'un couple qui n'a que de la retraite. Donc, je pense effectivement que dans ce cadre-là, et contrairement à ce qui s'est passé sur la décision du Conseil d'État concernant la convention entre la France et la Chine, je pense que dans la mesure où on a une clause qui est quand même extrêmement particulière, je pense que ce ne sera pas confirmé par le Conseil d'État. Alors, c'est extrêmement important parce que vous pouvez vous dire, bon, OK, on parle de tout ça, mais c'est quoi l'incidence? Ben, c'est tout simplement le fait que si vous êtes résident fiscal français, vous allez devoir être imposé en France sur vos revenus mondiaux, vous allez être imposé en France sur votre patrimoine mondial, c'est-à-dire que va se poser la question que vous n'avez que des biens immobiliers, par exemple, israéliens, vous allez devoir payer de l'impôt en France sur la totalité de vos biens immobiliers israéliens. Donc, l'impact est relativement important. Alors, sans oublier un élément quand même supplémentaire, je vous rappelle que
entre résidents fiscaux israéliens, il n'y a pas de droit de succession, et qu'en France, nous avons quand même des droits de succession parmi les plus importants au monde, dans les pays de l'OCDE, et donc on a des incidences qui peuvent être quand même radicales. D'où la nécessité, lorsqu'on part vivre en Israël, de se poser la question: où est mon patrimoine? Où est-ce qu'il me rémunère? Parce qu'effectivement, le sujet serait un petit peu différent au regard de l'article 4b du Code général des impôts, et donc de se protéger. Précision, plus on a du patrimoine, plus on a des revenus, plus généralement on fait attention à ces sujets-là. Il se trouve que dans ce cadre-là, ou même dans les litiges que j'ai à connaître, c'est des personnes qui ont peu de revenus ou simplement des retraites. Donc, lorsqu'ils sont partis, ils n'ont ni demandé conseil, ni et pensaient que ça allait se passer tout simplement parce qu'on leur expliquait, en France, vous partez, vous payez plus d'impôts. Ils ne se sont jamais dit, mais je vais être amené à payer de l'impôt en France alors que je n'ai pas mis les pieds en France depuis des années. Donc, la décision du Conseil d'État, qui devra, à mon avis, sortir d'ici 15 à 18 mois grand maximum, sera véritablement attendue. Est-ce que le Conseil d'État va revenir sur une analyse propre à la retraite, se focaliser sur l'article 4, autant d'éléments qui nous restent à découvrir, et je pense que ça donnera lieu à un webinaire à ce moment-là. Voilà, je vous remercie d'avoir Georges, été... excuse-moi, Alors, il y a deux questions importantes qui sont arrivées. Je pense que tu devrais répondre parce que ça concerne tout le monde, en fait. Oui, mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est résident fiscal, toute la fiscalité française s'applique. Alors, indépendamment du fait qu'on sait qu'il n'y a pas de convention fiscale entre la France et Israël en matière de succession, mais quand on est connecté résident fiscal ou non résident fiscal français, ce n'est pas la même chose. Donc, oui, on n'est pas on n'est pas protégé. Et donc, vous voyez bien que sur cet angle uniquement des retraites, on a des incidences élevées. Alors, pourquoi je parlais d'exonération définitive? Parce qu'au cours des 10 ans, quand vous avez par exemple des revenus de capitaux mobiliers de sources françaises, prenons cet exemple-là, vous percevez des dividendes ou des revenus fonciers de sources françaises, en Israël, vous n'êtes pas imposé et vous ne serez jamais imposé. Par opposition, dans le régime avec le Royaume-Uni, c'est une exonération temporaire. On vous dit, vous n'êtes pas imposé, par exemple, au titre de l'année 2020, mais en fonction de l'utilisation des fonds et où vous allez les ramener, vous pourriez être imposé au Royaume-Uni. Donc, on a un régime quand même israélien de l'ALIA qui est un peu trop jusque-boutiste, et je pense que le vrai sujet, c'est qu'en Israël, ils auraient dû se poser la question depuis longtemps, de se dire, est-ce que ce régime est en adéquation? Dernier point quand même, on a aujourd'hui une analyse de tous les régimes fiscaux faits par l'OCDE, et l'OCDE est rentrée en guerre depuis un certain nombre d'années vis-à-vis de la problématique, ce qu'on appelle les golden visas, c'est-à-dire que donner une exonération de 10 ans, donc temporaire, mais définitive en termes d'impôts, au regard de certaines situations. C'est le régime portugais, c'est le régime israélien, on a un régime en Italie, on en a quasiment partout. Chaque pays a ses mécanismes pour essayer d'attraper et de faire venir un certain nombre de personnes. C'est aujourd'hui contesté par l'OCDE. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'Israël a un régime particulier, puisque souvent, on vient et on me parle de la nationalité. J'explique qu'en fiscalité internationale, il n'y a qu'un principe qui prime, c'est la résidence fiscale. La nationalité importe peu. On se moque de savoir quelle nationalité on est. Sauf qu'en Israël, avec le principe de ce qu'on appelle la loi du retour, lorsqu'on acquiert la nationalité, on bénéficie automatiquement de ce régime de l'ALIA et donc de ce mécanisme de l'exonération pendant 10 ans. Voilà, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler encore
très longtemps. C'est un sujet qui nous pose des questions, il nous interroge à chaque fois qu'on a des départs de France. On a un certain nombre de solutions, sauf que lorsqu'on est dans une situation aussi basique, là pour le coup, on est peut-être un peu démunis. Et on verra donc ce que nous dira le Conseil d'État dans les prochains mois. Je vous remercie, puis je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire.